Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 11, 12e épisode. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon. Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous? Bonjour, eh bien, je suis développeur Ops et un petit peu plein de choses qu'il faut faire chez Clever Cloud. Merci. Nous sommes aussi accompagnés de Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous? Bonjour. Je vais copier Julien en fait. Je suis DevOps, c'est un peu tout ce qu'il faut faire à Clever. Comme beaucoup de gens chez Clever. C'est un peu ça. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous? Bien le bonjour. Moi aussi, je suis dev chez Clever et je fais beaucoup trop de HTTP. Mais si tu fais de l'Ops des fois en plus, en vrai. Ouais. Je pensais qu'un jour, j'allais éviter de faire de l'Ops et en fait, j'ai été recruté chez Clever Cloud. Je sais pas ce qui s'est passé. Les voix du Seigneur. On commence tout de suite par traiter The Elephant in the Room, comme ils disent, puisque nous sommes le 13 août et que c'était quand c'était hier, avant-hier, Mozilla a annoncé de grands changements, puisque le titre du blog, dans un monde qui change, Mozilla change. Et c'est la chairman CEO de Mozilla Corp qui dit, en fait, on va se séparer de 250 employés. Mozilla, c'était à peu près 1000 personnes et ils avaient déjà viré 70 personnes en janvier. Donc on en est à un peu plus de 300 en un an. Alors là, évidemment, on est sous fond de Covid, donc sans dire que c'est une excuse, globalement, ça les arrangeait pas trop. Est-ce que vous avez lu ce blog? Qu'en avez-vous pensé? Alors déjà, sur le Alors fond de ouais, Covid, s'il y a une boîte qui est capable de faire du remote, c'est quand même bien Mozilla. Donc, bon. je m'interroge là-dessus. C'est vrai que dans l'article, elle parle que les finances ont été impactées par le Covid. Je me demande en fait vraiment concrètement qu'est-ce qui s'est passé chez Mozilla pour que le confinement impacte les finances de Mozilla, quoi. Alors, ça implique On de pas trop. rappeler quels sont quel est le modèle de financement de Mozilla. Ouais, Et comment ils font de l'argent et qu'est-ce qu'ils ont. Donc, il y a Mozilla, une fondation, une énorme fondation qui récupère plein de dons. Dans la fondation, il y a une boîte qui s'appelle Mozilla Corp qui emploie tous ces gens. Mozilla Corp a un deal avec Google depuis près de 20 ans, un peu moins, je crois, pour que chaque recherche faite dans Firefox avec Google leur amène de la thune. Ils ont Pocket, mais je ne sais pas s'ils font de l'argent avec Pocket. Moi, j'ai jamais payé Pocket, pourtant j'ai un Pocket. Pareil. Geoffroy Coupry, tu veux nous parler de ton Pocket? Il y a beaucoup trop de trucs dedans et je les lirai jamais. Voilà, si vous avez trop de tabs ouverts, vous pouvez tout offloader dans Pocket. Pour arrêter de lire les C'est articles. assez dramatique ce qui se passe sur Mozilla parce qu'en fait, ils ont viré des équipes entières. Déjà, il y a tout le bureau de Taïwan en fait qui a fermé. Voilà. Ouais. Donc, il y a actuellement, je voyais des gens qui faisaient la liste globalement de quelles équipes existent encore ou pas. Et c'est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a les Firefox DevTools, toute l'équipe gestion d'incidents, threat management, donc la Sécu. Il y a l'équipe Cerveau, donc c'était le moteur de navigateur de recherche qu'ils utilisent et donc ils prenaient des bouts pour mettre dans Gecko, qui est leur moteur de HTML là, dans Firefox. Donc toute l'équipe Cerveau est partie. Toute l'équipe de MDN, le site de documentation du web, qui est quand même une ressource extrêmement importante, ont été virés aussi. L'équipe XR, donc tout ce qui est réalité augmentée, est partie aussi, une bonne partie de cette équipe-là. Sur le DevRel, ça a l'air compliqué aussi. Enfin, c'est... A priori, elle a plu. En fait, on n'arrive pas à savoir si les teams entières ont été virées ou pas. Il y a un tweet du compte Twitter d'MDN qui dit la team est juste plus petite. Donc, à voir. Moi, un truc que je comprends pas, c'est que le plan, c'est de se focus sur les trucs dont les gens veulent, à savoir, je sais plus, je crois qu'il parlait de sécurité dans le blog, quelque chose comme ça. Alors, quel est l'intérêt de virer la team sécu à ce moment-là? J'imagine qu'il parle peut-être plus d'un software VPN ou de ce genre de choses. Des trucs que les gens peuvent Pas forcément faire énormément confiance au blog post, parce que par exemple, ils parlent de leur vision et de ce qu'ils vont se refocus, sur, par exemple, sur Wasm Time.
qui est la runtime Wasm développée notamment chez Mozilla. Et en fait, on a appris qu'une bonne partie de l'équipe Rust et Wasm Time a été virée. Alors, est-ce que ça veut dire que des gens de Wasm Time vont se retrouver à aller bosser avec Wasmer? Pas certain. Culturellement, j'ai des gros doutes. Non. Par contre, je pense qu'ils vont aller s'aimer. Il y a un paquet de bots en fait qui sont autour du Wasm. Genre, il y a quand même celui qui avait lancé le projet Craneleaf, donc l'un des compilos derrière Wasm Time et tout ça, qui a été viré. Donc, s'ils enlèvent des gens comme ça, comment ils veulent que les projets continuent chez Mozilla, quoi? Et il va finir chez Cloudflare ou des gens comme ça, peut-être. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On vous a mis plusieurs tweets que vous pouvez regarder sur le sujet, notamment un tweet de Guillaume Champeau qui avait dit qui avait écrit un article sur Numérama en 2010 en disant est-ce que cet accord Mozilla-Google n'est pas en train de tuer le futur de Mozilla, tu vois, parce que pendant ce temps-là, Google a développé Chrome et Chromium. Tous les navigateurs du marché, à part Firefox maintenant, et Safari, utilisent le moteur de rendu de Chrome. Du coup, en termes de diversité du web, là, tout le monde est un peu flippé et t'as pas mal de gens qui disent si vous voulez faire un truc pour Mozilla, commencez par utiliser Firefox. Je sais pas, nous on est très Firefox chez Clever, je pense. Sur les 4, on doit être. Enfin, moi je l'ai. Moi aussi. Ouais, moi aussi, oui, depuis 2003. Ouais, c'est Moi, ça. j'avais migré sur Chrome parce que mes 3000 tabs passaient de moins en moins sous Firefox. Du coup, tu as tout mis dans Pocket. J'ai fait une pause Chrome aussi pendant un long moment. J'étais sur Chrome les 3-4 dernières années. Je suis passé sur Firefox il y a 6 mois, peut-être. 1 an maximum. Depuis l'annonce de Firefox Quantum, en fait, je crois. Ouais, qui était la release avec encore plus de Rust dedans. Ouais, c'est ce qui m'a fait changer. Et Même au-delà de Firefox, en fait, ce qui est terrible là-dedans, c'est que Mozilla, c'était un paquet de gens qui sont brillants, qui étaient extrêmement motivés, qui avaient un objectif qui n'était pas juste on est une entreprise, on fait de l'argent, ils avaient une mission autour de l'open web, de la vie privée, du logiciel libre, des choses. Enfin, je vois pas tellement d'autres boîtes qui étaient dans ce créneau-là. Donc si Mozilla Corp disparaît, il reste qui, quoi? ouais, c'est chaud. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, c'était dans les réactions, tu avais Guillaume Champeau et tu avais aussi Alexis Kaufman, qui est de Frappasoft, qui disait littéralement la même chose, c'est que du coup, c'est Google qui va manger les fondations open source. Et effectivement, Google a enlevé le don de Bivol ensuite et C'est ça. ils font moins d'open Parce source. que pour l'histoire, Mozilla Foundation a eu comme sous essentiellement de l'argent de Google. En fait, ils ont mis le moteur de recherche Google depuis quasiment le début, depuis 2004, par défaut dans Firefox, et donc ils récupéraient une part sur l'argent que se faisait Google grâce aux recherches. Et forcément, à un moment, quand ça devient 60-70% de tes revenus et que d'un coup, Google se met à faire le navigateur concurrent et à se désengager de plus en plus, Ouais. voilà quoi. La question, c'est qu'est-ce que tu trouves comme modèle économique pour ce genre de choses? Et Wikipédia, c'est que du don. Enfin, tu vois, les choses un peu neutres. L'IFF, c'est pareil, je pense. Electronic Frontier Foundation, c'est que du don. Ouais. Sachant que, il y a plein de gens qui sortent, c'est pas grave, on va fork Firefox. Mais je crois qu'ils imaginent pas le coût en temps humain, en infra, en argent, pour juste développer, débugger un truc pareil. C'est monstrueux. Ouais, c'est cher. La fondation Mozilla, la boîte, t'avais quand même un peu de pognon. Des ingénieurs R&D chez Mozilla, ce profil-là, c'est $300 000 aux États-Unis, donc ça fait un peu d'argent au minimum, tu vois. Après, c'est les profils engineering, hein, évidemment. Ensuite, t'as les profils exec, où on a plusieurs. Il y a pas mal de tweets là-dessus en ce moment, où effectivement les execs se tapent des jolis bonus et des belles compensations avec des salaires à plus d'1 million, et ils disent non, en fait, on ne pouvait pas nous demander de descendre notre salaire. Si. Ouais. Je sens que c'est un peu le problème aussi quand une des façons viables pour une organisation comme Mozilla de vivre, ce serait les dons.
Mais encourager les gens à faire des dons quand tu vois qu'il y a des salaires comme ça pas possibles du côté direction, ça donne pas envie. Ça donne Clairement. vraiment pas envie, quoi. C'est ça. Et j'ai vu passer Ça l'argument aide pas. de on ne peut pas leur demander à leur famille de subir une baisse de salaire à ce point-là. Alors tu dis, quand tu gagnes 2,5 millions par an, t'as quoi? T'as 80 gamins à nourrir ou... Ouais, c'est ça. Et au bout puis, d'un on moment. ne peut pas leur demander de subir ça. Par contre, on peut virer un paquet de gens Ouais, et c'est leur ça. couper leur source de revenus. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a plein d'ambiguïté là-dessus, C'est ça. à parler comme J'ai ça. vu passer une réponse là, par rapport à cette discussion sur les salaires des execs, où je viens d'oublier ce que je voulais dire. Mince. Il y a une discussion Ça me Twitter reviendra. où tu as répondu en disant qu'effectivement, les gens n'avaient pas 80. C'est ça. Non, mais il y en avait une autre. C'était quoi comme argument? Oui, c'est ça. Que, en fait, avec des salaires à 2,5 millions, tu n'attires pas des gens qui sont commit pour faire un web meilleur, tu attires juste des gens qui sont commit pour gagner des thunes, quoi. Et tu vois que, enfin, les gens qui disent peut-être que si de base ils avaient mis des salaires plus faibles aux execs, ils auraient peut-être eu des gens qui sont plus motivés par faire Mozilla et faire quelque chose de beau que les gens Que qui juste de actuellement. ramasser les blés. Bon, voilà, c'est un Puis argument comme un autre. Hein. cette rémunération peut aussi être indexée par rapport aux résultats. Oui, aussi. La mission de Mitchell Baker, ça aurait dû être trouver un moyen absolument de ne pas dépendre autant de Google. On le savait depuis longtemps. Sa rémunération aurait pu être indexée sur des choses comme ça. On peut dire on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça, mais enfin, quelque part, vu qu'elle était CEO de Mozilla Corp et chairman de la Mozilla Foundation, je pense que qui pouvait l'empêcher d'aller prendre la rémunération qu'elle voulait. C'est un peu ça, mais c'est le problème des gens riches qui t'expliquent qu'on va avoir ce niveau de salaire parce qu'on prend des risques. Et puis quand il faut prendre un risque, tu vires 250 personnes. Enfin, not all rich people, mais bon. Style, c'est compliqué à entendre. Et c'est intéressant ce que tu dis, Julien, parce que de l'autre côté, ils expliquent que oui, mais vous comprenez, si on ne paye pas les gens aussi cher, on ne peut pas avoir les gens qui sont suffisamment bons pour faire une entreprise comme ça. Bon. Alors, c'est peut-être la loi du marché, c'est peut-être à cause du méchant Google, je ne sais pas, ou peut-être elle était mauvaise, je ne sais pas non plus. Mais il faut tout prendre en considération. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les gros salaires, il y avait un tweet de Brian Cantrell qu'on vous mettra aussi qui parlait des salaires des fondations, en général des execs de fondations. Et donc, il a la grille des salaires des execs de fondation Linux, et c'est vrai que pas mal de thunes aussi. Mm. Et c'est intéressant tout ça. Ouais. Ça dit, je pense que la fondation Linux gagne aussi pas mal de thunes et qui sont pas, pour le coup, pas mariés à Google, quoi. Enfin, ils sont pas mariés à qui Google, viennent mais pas divorcer avec Google en l'occurrence. clairement. Après, c'est des financements qui viennent de, je pense, tous les Linux players, donc il doit y avoir du Red Hat. Il y a C'est d'autres ça. choses. Toutes Il les y a boîtes qui pas revendent des notamment, services derrière. il n'y a pas notamment la CNCF, Absolument. la Native Computing Foundation sous Linux, sous la Linux Foundation. Et donc, du coup, il y a la QBcon, il y a tous ces trucs-là là-dedans. Il y a plein de sources de revenus là-dedans, en fait. Hein. Alors, je vous confirme, pour avoir vu passer les packages de sponsoring de tout ce qui est organisé par la Linux Foundation, alors nous, on ne va pas y aller parce que c'est trop cher. Voilà. Un peu comme faisait Docker à l'époque où Docker faisait des trucs comme ça. Et ouais, c'est cher. Il n'y a pas que cette fondation-là, il y a aussi la CI/CD Foundation qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a une par an. C'est assez ouf. Et à quoi ils servent, je ne sais pas. Bref, autre chose sur Mozilla, où on passe au lien suivant. On va passer au lien suivant. C'est un lien que j'ai vu passer sur Twitter plusieurs fois. En ce moment, il y a pas mal de discussions autour du syndicalisme aux US. Donc Union, si vous voyez des gens parler de Union dans la tech aux US, c'est entre guillemets à la mode. BuzzFeed, ils ont fait ça l'année dernière. Kickstarter, non, c'était, je sais plus si c'est Kickstarter ou BuzzFeed qui a un peu lancé ce trend-là. Donc, tu as de plus en plus de boîtes affiliées ou étiquetées tech dans lesquelles les travailleurs se regroupent en syndicats. C'est encore plus vrai côté jeux vidéo, et on a pas mal entendu parler de Blizzard il y a quelques temps, qui avait fait une charrette aussi
il y a peu. Et donc, c'est un post qui parle un peu de ça, qui parle un peu de la jeunesse américaine, parce qu'a priori, c'est plutôt les jeunes qui se lancent dans ces trucs-là, avec, quote, les gens woke, donc en gros, les anti-Trump, je pense. On peut dire ça comme ça, entre autres. Et je pense que c'est pas un hasard que ça émerge. Enfin, tu vois, c'est une question de balance, quoi. T'as Trump d'un côté, donc forcément, t'as de plus en plus de gens qui se réclament du socialisme aux US, qui est quand même pas évident, parce que c'est un pays où quand tu disais que tu étais socialiste, c'est chaud, quoi, pour les Américains. Et ça arrive de plus en plus, en particulier dans la tech. Et je trouve ça intéressant. Là, il y a une boîte de droit qui a organisé un webinaire pour les entreprises, pour les RH en particulier, repérer les signes de gens qui commencent à vouloir se syndiquer et comment étouffer cette idée dans l'œuf. Et je trouve ça intéressant que ça arrive en ce moment, vu le contexte. Alors, c'est bien parce que quand on imagine, nous, de notre point de vue en France, alors aller expliquer au RH comment repérer les gens qui auront tendance à se syndiquer et pouvoir les virer vite fait avant. Alors, on sait très bien qu'il y en a un paquet qui le font, mais c'est quand même relativement accepté que c'est illégal, quoi, hein. Alors là, il ne parle pas de les virer, hein. Il parle d'essayer de les identifier tout de suite pour Ouais. avancer le bon argument, pour dire que non, il ne faut pas faire ça, vous êtes fous. J'ai quand même été relativement positivement surpris quand même par le contenu. Ouais, du coup, il y a beaucoup de trucs. L'idée, c'est d'empêcher qu'ils se syndicalisent en apportant des choses positives en avance, mais qui vont pas aussi loin que ce qu'il y aurait s'il y avait un syndicat. Mais on sait pas directement, genre on met les mecs dans un coin et on les enferme ou on Non, les c'est vire. plus subtil. Voilà, il y a un côté, genre on amène des petits trucs pour dire, c'est pas si mal, tout va bien, quoi. Voilà, ça pourrait être pire, disons, comme discours, mais ça reste assez triste. Ouais. Tout ça, c'est en tâche de fond. Enfin, il n'y a pas que les histoires de Trump. En fait, ça Il y fait a le genre Covid aussi. plus de 5 ans que les gens commencent à s'organiser. Ça avait commencé avec des gens qui ont repéré des arrangements entre Microsoft, Google, Facebook sur le fait de se débaucher les uns les autres. Et donc, ils évitaient de se débaucher les ingés et essayaient de garder les salaires à un certain niveau. Donc, C'était pour arrêter au-dessus du reste du l'inflation marché, mais des dépenses. pas si haut que ça pour que ça leur coûte pas trop cher. Et en fait, tout ça, ça a commencé à circuler. Les gens ont commencé à faire des listes de salaires, genre je suis dans telle boîte à telle position, voilà le salaire que j'ai. Et du coup, les infos circulent beaucoup plus. Les gens sont organisés naturellement au travers des boîtes. Et effectivement, ils en parlent dans l'article, c'est devenu un peu plus courant d'avoir t'as une initiative personnelle où tu as une spreadsheet et les gens mettent leur salaire et leur bonus et de façon transparente. Ce qui se faisait pas du tout, effectivement, tu as une culture de l'omerta là-dedans et des trucs comme Glassdoor finalement, mais à initiative privée dans la boîte. Ok. J'ai pas autant entendu parler de ça en France dans la tech. C'est un sujet qu'on entend finalement assez peu. Ça m'est arrivé à PyCon, à Bordeaux l'année dernière, mais sinon je n'avais jamais trop entendu parler, en tout cas moins qu'aux US, j'ai l'impression. Dans l'article, il parle aussi pas mal de l'opposition col bleu, col blanc que je trouve intéressante et de dire que finalement, quand tu écris du code, tu produis, donc tu as un peu un col bleu et donc ça paraît logique que tu te syndiques. Et ils expliquent bien aussi que ça vient de l'industrie du jeu vidéo et c'est vrai que le jeu vidéo, c'est que des gens passionnés, on peut te faire passer un peu la pilule, genre non, mais tu fais ce que t'aimes, du coup, tu auras un plus petit salaire. Et ça nous rappelle un peu ce qui s'était passé chez Ubisoft il n'y a pas longtemps aussi, où effectivement, tu as des conditions parce que tu fais ce que t'aimes, on te fait passer plein de trucs qui sont pas normaux, quoi. T'as déjà une chance d'être ici, donc fais avec ce que t'as, quoi. Exactement. Ouais. Et je trouve ça intéressant que ça prenne racine aussi dans ce secteur-là. Ok, on change de sujet. On reste dans une optique un peu société et on va parler de Wikipédia. Julie. Oui, avant-hier, on est le 13, hein, donc avant-hier, il y a un article de Wired qui s'intitule « Why Wikipedia decided to stop calling Fox », donc Fox News, a reliable source. Voilà. En gros, il y a eu un gros débat pendant un mois, ça devait être en juin ou en juillet, je pense, sur Wikipédia, avec une centaine de contributeurs, où ils n'ont pas réussi à trouver un consensus
sur le fait qu'on puisse considérer Fox News comme une source de confiance pour soit en tant que contributeur à Wikipédia, soit en tant que source pour source objective d'information. Ouais. C'est ça, source objective d'information. Donc, sur les journalisme. sujets, ouais, c'est ça. Alors, ça ne touche que les domaines de la politique et de la science. C'est-à-dire que sur le sport, par exemple, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça a été lancé parce qu'il y a il y a, comment elle s'appelle, Karen Bass, si je ne dis pas de bêtises, donc une congresswoman de Los Angeles, qui s'est retrouvée à être contre, non, ou avec Joe Biden. C'était potentiellement le ticket, la VP de Joe Biden, qui a pour le coup été annoncé il y a 2 jours, qui sera Kamala Harris. C'est ça. Mais c'était une des présentes. C'est ça. Elle était potentielle. Et en fait, d'un coup, il y a son entrée Wikipédia qui a pris 4000 mots de plus, qui a pris 360 000 vues par semaine. Et notamment, il y a eu toute une partie controverse qui a été écrite par, en gros, des gens de Fox ou citant des articles ou des émissions de Fox News, qui a été supprimée, puis remise, puis supprimée. Enfin, il y a eu une petite baston d'édition entre les gens qui veulent que Wikipédia soit objectif et les gens qui avaient très envie de parler des controverses qui entourent cette femme. Donc voilà, ils se sont installés là-dessus. Et donc maintenant, comment ça s'appelle ? Fox News a été déclaré comme pas objectif, pas reliable. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça a été qu'ils sont complètement bannis de quoi que ce soit sur Wikipédia. Mais c'est juste que, voilà, il y a écrit, attention, si quelqu'un utilise cette source. Alors de base, sur les sujets... Est-ce que vous pouvez croiser les informations, ça, voilà. en fait et voire même parfois, effectivement, quand ça parle de politique ou de science, faire sauter... en gros, il n'y a pas le droit de mettre de lien vers Fox News, quoi, sur un article qui parle de politique ou science, pour faire assez simple, ou alors les liens sont mis associés d'un petit « faites attention ». Voilà, donc je vous invite à lire l'article, il est très très intéressant. Et notamment, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Non, je suis juste étonné que ça n'ait pas été fait plus tôt. Mais... Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout sur la partie, à la limite, sur la partie politique, c'est normal que ça ait pu prendre du temps, on va dire. Parce que ils font évidemment beaucoup de news politiques, mais comme plein d'autres, mais on pourrait... c'est un sujet un peu plus compliqué à amener. Pour la partie science, par contre, considérer qu'un journal tout à fait généraliste soit une source fiable, déjà, en fait, que ce soit Fox ou un autre, je me dis, il y a sûrement des sources meilleures que ça, en fait, quoi qu'il arrive. C'est ça. Sachant que sur la partie science, alors, tu vois, un journal peut faire un très bon article, hein, même de vulgarisation, même s'il est généraliste. Là, sur la partie science, ils ont quand même vachement été derrière Trump sur toutes ses décisions par rapport au Covid et à faire passer un peu tous les messages un peu dangereux. Donc, c'est surtout ça qui les a fait sauter sur ce sujet, ouais. Et ouais, il y a, dans l'article, là, ça explique que par rapport à Facebook et à d'autres sources d'informations, comment on appelle ça, la personne qui a écrit l'article dit que Wikipédia est délicieusement old school. Je vous le fais en français, mais voilà. Sur le côté, essayer de rester neutre et qu'il y a une vraie volonté de la part de, comment il s'appelle, Larry Page, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Google, c'est Larry Page. Ah, celui dont on voit la tête là sur Zouk. Jimmy. Ah non, Zouk Facebook. Ah oui. Non, celui de Wikipédia. Non, c'est pas la Wikipédia, c'est Jimmy Wales, non, c'est pas ça? Ouais. Jimmy Wales, c'est ça. Ouais. Qui a une vraie volonté de sa part de rester quand même très neutre et que Wikipédia soit le plus objectif possible et voilà, il fasse pas de vagues entre guillemets et soit une source justement. Une bonne source d'information, quoi. Il y a quand même aussi chez Wikipédia une vraie volonté d'avoir des humains dans la boucle qui regardent ce qui est écrit. Contrairement à Facebook, c'était quoi qu'ils avaient sorti là, les 4 gus en blouse blanche qui expliquaient que si on a tout ce qu'il faut pour le Covid, qu'on a le traitement et tout marche, etc. Et le truc est arrivé dans les vidéos les plus vues de Facebook en quelques heures.
les gens de Facebook ont identifié que oui, oui, c'est une connerie. On est d'accord, on est tous d'accord, c'est une connerie. Mais le truc, c'est encore baladé pendant des heures avant qu'ils aient réussi à le tuer, quoi. Et c'est-à-dire que la modération chez Facebook, ok, ils n'ont pas une capacité à regarder tout le contenu qui passe, mais s'ils se veulent plateforme de news qui retransmet des informations, il faut qu'il y ait une validation. Je pense que le trafic d'informations sur Wikipédia doit être comparable à ce qui passe sur l'ensemble des gros journaux mondiaux, en tout cas l'ensemble des gros journaux américains. Il y a quand même une modération qui est quand même beaucoup plus efficace chez Wikipédia que dans un truc comme Facebook. C'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, Facebook, c'est un média, il y a des news dessus, il y a une éditoriale, qu'on le veuille ou non, qui est gérée par pas trop des gens, plutôt des AI. Là où Wikipédia, c'est une encyclopédie et ça se doit de rester neutre. Donc, forcément, old school. C'est ça qui est intéressant. Après, Facebook fait de l'argent avec ça, donc fatalement, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se passe autrement. Tu vois. Et ce qui est terrible avec ça, c'est qu'une fois que l'info moisie, donc le mensonge est passé, c'est ce que tu disais, c'est que c'est super dur à enlever. Et il y a déjà des millions de personnes qui l'ont vu. Et comme à chaque fois que quelqu'un publie des conneries, même si tu as droit à ton petit addendum la semaine prochaine ou à ton droit de réponse, en vrai, c'est bon, quoi. Tout le monde l'a lu, donc personne n'a le droit de réponse et le mal sera fait. Et c'est une tristesse. Enfin, moi, ça me détruit. Et en fait, la différence entre Wikipédia et puis même Google et Facebook, c'est que Wikipédia va avoir tendance à bannir des contributeurs ou des sources. En fait, va bloquer directement des sources ou des contributeurs, etc. Il faut un peu gagner son badge sur Wikipédia pour avoir le droit de dire des choses. Là où Facebook et Google vont être plutôt sur on va essayer de bloquer une page précise, enfin un article, un truc comme ça, on va essayer de les review. Là, Wikipédia, ils mettent carrément des pouces rouges, quoi, enfin des panneaux stop, par exemple. La personne qui écrit l'article Wired, là, s'est rendu compte que le fact-checker utilisé par Facebook, c'est une boîte qui est possédée par The Daily Caller, et The Daily Caller, dans les sources, enfin, en tant que source Wikipédia, The Daily Caller a un stop sign et voilà, avec un petit texte qui dit ça publie des informations fausses ou fabriquées, quoi. Donc voilà, Facebook utilise quand même un fact-checker qui a été plus ou moins banni de Wikipédia, quoi. C'est très parlant. Voilà. Voilà. Je viens de vous spoiler la fin de l'article, mais il reste quand même très intéressant à lire. Ok, on va arrêter, on va repartir dans la tech, on va arrêter l'aspect société, on va repartir sur un truc un peu plus tech donc. Et c'est Geoffroy qui nous a mis des liens sur Intel qui s'est fait, c'est pas un piratage, mais bon, il y a eu un leak d'informations sur le futur des produits Intel. Ça, en fait, quelqu'un a exploré, c'était des CDN utilisés par Intel, je crois, et a fini par trouver un dossier où il y avait des choses. Et C'était encore un S3 pété? C'était encore un S3 pété? Non, ça a l'air d'être autre chose, mais bon, c'est globalement un dossier ouvert quelque part qui a été scanné. Ils ont pompé 20 gigs, 20 gigs de données. C'était chez Akamai, en fait. Et a priori, c'était des données qui étaient que Intel donne à ses partenaires sous NDA. Par exemple, quand il s'agit de fabriquer une carte mère, de se former sur certains outils Intel internes, sur le hardware, des choses comme ça. Donc, il y avait des infos pour le BIOS, pour des processeurs comme les Kaby Lake, des drivers de caméra pour SpaceX. Enfin, il y avait de tout là-dedans. A priori, rien de vraiment hyper critique non plus. Hein, c'est pas trop de l'interne, c'est vraiment de la donnée à destination des partenaires Intel. C'est assez crade quand même que ça puisse se balader sur autre chose, mais ça arrive encore. J'ai cru voir des gens qui ont fait des tentatives de grep du terme backdoor dans tous ces 20 gigas de data, et apparemment il y avait quelques résultats qui ressortaient. Ouais, mais il y en avait qui disaient derrière que apparemment c'était pas le backdoor dans le concept sécurité, c'était plus dans le terme par où tu débugs ta puce, quoi. En gros.
Sachant que bon, une entrée de debug, ça peut souvent être utilisé pour d'autres choses aussi, mais voilà. Je pense que si on mettait une backdoor dans le code quelque part, on ne mettrait pas backdoor en gros dessus. Je suis assez d'accord, c'est pas très subtil. Et donc le compte Twitter qui a annoncé ça s'est fait suspendre, évidemment. Alors qu'il n'a rien fait de mal, il est juste tombé sur un truc open. Enfin, une dédicace à Bluetooth qui s'était arrivé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'était fait juger coupable alors que tu avais un serveur Apache avec des PDF dedans, tu vois. Mais du coup, c'était un méchant pirate. Faut bien trouver un coupable. Après, tu tombes sur un vélo dans la rue qui n'est pas attaché. C'est ta responsabilité de te barrer avec, quoi. Même si là, on est d'accord. Voilà, ouais, là, c'est même pas ça. Encore entre le vol et la copie un... de données. Et... Oui. Ouais, puis là, c'est même juste mettre un panneau à côté, genre, hey, il y a un vélo. C'est même pas se barrer avec. Ouais, en plus, oui. À donner. C'est ça. Enfin, parfois, même les gens sont en mode avant. Ouais, mais... à venir récupérer urgent. Ok, vous avez d'autres choses à dire sur Intel? On passe à la suite. Et c'est un poste militant pour réhabiliter le swap, la mémoire swap. Moi, j'ai eu, quand j'ai commencé à installer des Linux, il n'y avait pas beaucoup de RAM, il fallait que je mette du swap. À un moment donné, il y a eu plein de RAM et j'ai entendu dire tu n'as plus besoin de swap, tu as assez de RAM. Et donc, non. C'est ça. Et donc, quand on cherche même un peu partout sur Internet, on tombe sur des gens qui vous expliquent que la swap, c'est de la mémoire d'urgence. Et que en plus, le noyau Linux gère mal la swap et que donc autant la désactiver parce que ça va plus casser des choses qu'autre chose. Et donc, cet article explique que non, c'est faux. Alors déjà, on peut rappeler ce que c'est que la swap si les gens ne savent pas. C'est un procédé qui existe, alors je sais sous Linux, je ne sais pas trop si ça existe sur les autres OS. Voilà, parce que on va dire, je ne suis pas un expert ça existe sous des Windows autres aussi, OS. En tout cas, je suppose que ça existe sous Mac aussi. Ouais, probablement. Et donc l'idée, c'est de réserver soit un fichier, soit un bout de ton disque dur, en gros, pour sauvegarder une partie de la mémoire qui n'est pas forcément utilisée actuellement. C'est-à-dire que dans la mémoire vive, tu vas charger, en fait, quand tu lances un programme, tu vas charger tous les fichiers du programme, les bibliothèques qui vont avec, etc. Enfin, tout l'assembleur, quoi, pour pouvoir l'exécuter. Et ça, bon, à la limite, si à un moment tu as exécuté un bout de code et tu n'en as plus un, tu peux le supprimer de la mémoire parce que, voilà, et libérer la mémoire parce que de toute façon, tu pourras toujours le récup sur le disque dur. Par contre, tout ce qui est mémoire vive utilisée quand tu écris des choses, etc., qui n'ont pas encore été écrites, soit envoyées sur le réseau, ou soit même tu en as besoin pour faire des calculs, etc., ça, c'est ce qu'on appelle donc la mémoire anonyme, enfin, les pages anonymes là, dans la mémoire. En gros, c'est des choses, mais qui ne correspondent à rien sur le disque. Et ces trucs-là, ça peut prendre de la place, et parfois tu peux stocker des gros bouts de données dans ta mémoire vive et ne plus y toucher. Ou alors que tu en auras peut-être besoin au moment où tu devras couper ton démon ou ton truc comme ça. Et en fait, la swap, donc c'est une partition un peu spéciale qui te permet de décharger ces choses-là sur le disque et donc de pouvoir libérer de la mémoire vive pour faire autre chose, avoir du meilleur cache, etc. Et pouvoir la récupérer après. Voilà, c'est un peu plus lent de la récupérer du disque, surtout ça a été créé à l'époque où on avait des disques tournants à 5 tours minute. Voilà. Et voilà. En fait, avant l'article explique qu'avant Linux 4, la swap avait quand même pas mal de problèmes. On avait tendance à swapper beaucoup, donc à mettre beaucoup de choses sur le disque. Et du coup, ça augmentait les IO de disque. Donc, pas mal de gens l'ont désactivé dès que la mémoire a commencé à arriver. Quand tu commences à avoir 16 Go de RAM, tu dis bon, allez, j'ai pas autant d'onglets que GAL, je peux désactiver la swap parce que tout va tenir dans ma RAM, quoi. Et en fait, depuis Linux 4, ça s'est amélioré. En plus, il y a les cgroup v2, donc les trucs qui sont utilisés dans Docker, dans tout ce qui est appli par systemd, qui permettent aussi une meilleure configuration un peu plus fine par programme. Tu peux décider qu'un certain programme, il faut toujours lui garder 100 mégas de mémoire, même si tu vires le reste. Voilà. Et ça peut permettre, grâce à ça, donc
avec de la swap et avec du fine-tuning là, sur les programmes, sur ceux qui sont importants en tout cas dans le système, on peut éviter justement les moments où l'OM killer passe et bute le programme parce qu'il n'y a plus de mémoire. Et voilà, donc l'article explique que la swap, ce n'est pas une réserve d'urgence. Voilà, ça permet d'éviter que justement les urgences, en stockant la mémoire peu utilisée. Et sinon, si on n'a pas de swap, par exemple, et qu'on commence à avoir besoin de récupérer un peu de mémoire, on va virer des bouts de code qui avaient été chargés en mémoire et que finalement, peut-être que, en fait, il va falloir les récupérer dans 2 secondes parce qu'on va devoir les réexécuter. Donc, finalement, ça peut augmenter les IO sur le disque de ne pas avoir de swap que d'en avoir. Parce que le système est censé être quand même plutôt bien fait et aller stocker dans la swap des choses où on sait que ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé et qu'a priori, on ne va pas l'utiliser avant un certain temps, quoi. Donc voilà, donc peut-être remettre les swaps sur les systèmes, ça peut être intéressant. Et encore plus maintenant, c'est ça, avec les SSD. Alors surtout maintenant que les SSD, on sait qu'ils peuvent tenir une dizaine d'années. Et plus encore. Et plus encore, ouais. Finalement, mettre la swap sur du SSD, c'est quasiment aussi rapide que de la RAM, quoi. Donc pourquoi ne pas... Ouais, c'est pas aussi Le rapide. temps d'accès n'est pas le même quand même. Mais... C'est ça, mais par rapport à un disque tournant de l'époque, on est quand même c'est bien mieux loti, quoi, à ce niveau-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ça. J'aime juste rajouter sur le côté même mémoire d'urgence que ça reste quand même préférable d'avoir du swap au cas où, parce que se retrouver sur un système où il n'y a pas de swap et il n'y a plus de RAM dispo, des fois l'OM killer il peut mettre du temps à passer et tu peux avoir un système qui ne répond pas pendant 1, 2, 3, 4, 5 minutes avec un load très très élevé et où tu peux juste rien faire à part redémarrer la machine. Donc c'est mieux au pire qu'il soit un peu ralenti parce qu'il y a du swap qui commence à être utilisé, ça te laisse le temps de gérer le problème, plutôt que d'avoir un truc qui vraiment juste ne répond plus, quoi. Même dans ces cas-là, c'est intéressant d'en avoir quand même. C'est intéressant l'histoire d'essai groupe là-dessus, justement, parce que de laisser dispo quelque chose au cas où tu as besoin d'aller intervenir sur la machine, ou tu as besoin tu es sur ton desktop et tu dois kill Chrome parce qu'il essaie de charger 1000 tabs d'un coup. Avoir un moyen de garder un peu de disponibilité du système parce que tu en as gardé un peu à côté grâce à ces groupes, je trouve ça malin. Je pense qu'on aurait dû faire venir Marc-Antoine là, sur le podcast aujourd'hui pour qu'il ne soit pas d'accord avec toi, par contre. Oui, c'est clair. Mais oui, après, voilà, la swap, c'est le genre de truc qu'on a tendance à désactiver sur nos systèmes, enfin qu'on avait tendance il y a 10 ans quoi, à désactiver sur nos systèmes. Et maintenant, il y a plein de choses qui ont changé, donc peut-être réévaluer aussi les positions là-dessus, quoi. Du coup, si vous n'avez plus rien à dire sur cette histoire de swap, on peut passer au lien suivant. Le lien suivant, alors je ne sais pas dans quel ordre on va le faire. Il y a des améliorations dans TLS 1.3. TLS 1.3 qui vient d'être bloqué par The Great Firewall. On va peut-être commencer par parler de The Great Firewall, Alex. Alors, The Great Firewall, donc le grand pare-feu chinois. Donc il bloque de nombreux sites depuis des années, n'est-ce pas? Et là, depuis fin juillet, je crois, ils ont commencé à juste bloquer tout le trafic TLS 1.3 et ESNI, pour la simple et bonne raison que le SNI, donc Encrypted SNI, peut-être, enfin, on va expliquer d'abord ce que c'est que le SNI. Dans le monde du TLS, quand un client HTTP ouvre une connexion HTTPS, du coup, il envoie donc sa requête TLS classique et tout, mais avant ça, il envoie un premier truc en clair, qui est donc le SNI, Server Name Indication, qui permet de savoir à qui il veut s'adresser. Pour la bonne raison que sur un proxy qui va gérer plusieurs domaines sur une même IP, il a besoin de savoir à quel domaine on veut parler pour pouvoir fournir le bon certif. Et donc tant qu'il ne sait pas ça, il ne peut pas fournir le bon certif et donc on ne peut pas faire de connexion TLS. Et donc là, ce qui a été rajouté dans TLS 1.3 qui s'appelle ESNI, c'est le SNI mais chiffré, qui permet de ne pas du tout transmettre en clair le site auquel on veut s'adresser. Ce qui embête évidemment le fonctionnement du Great Firewall de Chine, puisqu'ils ne peuvent pas bloquer ce qu'ils veulent. Donc du coup, plutôt que de se résigner à ne pas pouvoir bloquer, ils ont juste tout bloqué. Et comme ça, ils sont tranquilles. Parce que visiblement, ils n'ont pas dû réussir à casser le truc, ce qui est plutôt positif. Et donc voilà. Et du coup, Geoffroy, si tu veux aller un peu plus loin sur...
les nouveautés SNI dans TLS 1.3. Ouais, non, c'est intéressant le SNI chiffré. Et notamment, pour le contexte de comment ça marche, c'est parce que quand on envoie le premier paquet TLS, normalement, il y a pas de clé qui a été échangée déjà à ce moment-là. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il y a une entrée DNS pour du SNI. Et là, le serveur aura publié une clé publique. Et le client utilise ça pour établir une clé éphémère entre lui et le serveur. Et se sert de cette clé éphémère pour chiffrer le domaine. Et envoie ça avec le client Hello. C'est quelque chose d'assez malin, qui n'est pas très coûteux et qui améliore bien les choses. Il faut savoir que TLS 1.3, il y a eu beaucoup de pushback, notamment d'institutions financières et autres, et gouvernements, parce que les autres versions de TLS permettaient d'aller déchiffrer pas mal de choses, alors que là, on a beaucoup plus de clés éphémères, de forward secrecy, c'est-à-dire c'est quand on change la clé au fur et à mesure de la connexion, ou si on a réussi à déchiffrer tout le trafic à un moment, au prochain changement de clé, on ne pourra pas si on n'a pas la clé, etc. Et donc là, on voit la première grosse action qui est de la part de la Chine de dire ça, les paquets en TLS 1.3 avec ESNI, on drop. Et là où c'est intéressant, c'est que cet article parle de chercheurs de l'Université du Maryland, où ils ont un soft qui s'appelle Geneva, qui est fait pour tester et trouver automatiquement des parades à des outils de censure. Et donc en fait, leur système connaît globalement les implèmes TCP et les petites ambiguïtés, petits bugs, approches pourries qui existent dans les implèmes TCP. Ça fait des tests. Ça utilise des algos génétiques pour voir, tiens, si j'envoie un paquet comme ça, est-ce que ça va mieux marcher ou pas, etc. Et ça reward, ça donne une récompense à l'approche ou pas. Et en fait, en quelques heures, ils ont réussi à trouver 4-5 moyens de bypass le firewall. Mais de toute façon, c'est ce qu'ils disent, c'est un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des techniques, et puis dans une semaine, il faudra recommencer, il faudra en trouver d'autres. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment de l'outillage qui trouve la manière la plus pourrie de faire du TCP pour passer au travers du firewall. Automatiquement. Je trouve ça vraiment intéressant comme outil, quoi. Ok. Alors, vous n'avez rien d'autre à rajouter sur TLS 1.3? C'est trop bien. C'est genre 60% du trafic chez Clever maintenant. C'est rapide, ça tourne bien. Voilà. C'est ça. Et quand on regarde l'utilisation de TLS 1.3, en 2 ans, en fait, ça a pris 30% des connexions, en fait, sur tout ce qui est TLS, SSL, etc. Donc, oui, d'un côté, les institutions, pendant que le protocole était en train d'être écrit, ont vachement poussé pour intégrer des backdoors, parce que la fondation qui a publié le protocole a dit non. On va rester sur le plus sécure qu'on puisse faire aujourd'hui. Mais autant, il y a quand même une très bonne... Alors, les gens ont l'air de mettre à jour leur OpenSSL ou équivalent, ce qui a l'air d'être quand même on l'air de mettre à jour. On parle de 30%. Hein. Donc, voilà. Mais il y a quand même... C'est toujours plus que IPv6. Hein, c'est ça. C'est toujours plus que beaucoup d'autres softs potentiellement qui ne sont pas mis à jour. Voilà. Alors, peut-être que le fait que ça soit arrivé en 2018, fin 2018, avec les différentes failles qu'il y avait eu à l'époque sur OpenSSL, ça a peut-être poussé beaucoup de gens à mettre à jour, et c'est peut-être ça qui a aidé. Je ne sais pas. C'est aussi qu'en fait, on a maintenant beaucoup plus de navigateurs qui se mettent à jour rapidement. Oui, en plus. Et donc TLS 1.3, les plupart des navigateurs ont énormément participé au développement du protocole et commencé à tester. Il y a aussi beaucoup de fournisseurs de trafic, type Cloudflare, etc., qui en ont eu très tôt. C'est tous les gros CDN s'y sont mis. Donc en fait, ça s'est déployé très très vite par les plus grosses approches. Il reste les vieux clients d'API, applications mobiles pas à jour, vieux mobiles, etc. Des choses qui ne sont pas forcément mises à jour pendant longtemps. Mais il y en a beaucoup qui vont déjà au moins jusqu'à TLS 1.2. En fait, sur les protocoles, c'est pas trop mal en ce moment. Ce sera d'autant plus simple quand il n'y aura plus qu'un seul navigateur Internet, qui ne sera pas Firefox. Tristesse. Ok, on va passer au lien suivant avec... c'est encore Geoffroy qui va causer. C'est Facebook qui parle de zéro downtime deployment et des trucs que
utilisent déjà dans des Oui. softs Clever? Donc en fait, c'est tout un papier sur comment chez Facebook ils font quand ils doivent mettre à jour leur proxy. Parce que le load balancing à une échelle Facebook, c'est un sujet qui est compliqué. Et notamment, il faut s'arranger pour ne pas perdre de connexion. C'est-à-dire que une mini interruption pour un petit site, si c'est même quelques millisecondes, bah, à l'échelle de Facebook, c'est quelque chose de monstrueux. C'est-à-dire le moindre problème à une échelle énorme. Donc jusqu'ici, avec les approches, si on voulait mettre à jour un load balancer, il fallait rediriger le trafic vers un nouveau load balancer qu'on pop quelque part et on attend que le précédent ait drainé toutes ses connexions. Donc ça, c'est quelque chose qui pose des problèmes. Nous, on a vu ce genre de problème chez Clever en utilisant HAProxy, que si on change de configuration constamment et qu'on garde les anciens HAProxy qui ont l'ancienne configuration pour qu'ils finissent les connexions courantes, on commence à accumuler des process et on bouffe toute la RAM. À l'échelle de Facebook, c'est coûteux d'aller doubler l'infrastructure comme ça, mais c'est aussi que créer tout un tas de nouvelles connexions, ça demande toutes les négociations TLS, TCP, etc. En fait, ça a un coût énorme à leur niveau. Et donc, ce papier reprend en fait un certain nombre de techniques qu'ils utilisent, qui sont basées sur... Alors déjà, une première approche, c'est que le load balancer va prévenir un peu plus en avant dans la stack, attention, je vais me mettre à jour, commence à rediriger du trafic ailleurs. Ce qui est déjà une approche. Ensuite, c'est là où c'est quelque chose qui est fait aussi dans Sozu, c'est-à-dire qu'on va prendre les sockets qui sont déjà en train d'écouter, les sockets de listen TCP, et au lieu de lancer un nouveau process qui va se mettre à écouter, et on close le précédent, et voilà, ça, si on fait ça, en fait, le process précédent, il va avoir des nouvelles connexions qui sont déjà dans sa queue et donc qui vont se faire drop à ce moment-là. Le concept du transfert de socket, c'est que l'ancien process va prendre ses sockets de listen et transférer à un nouveau par un système qui s'appelle SCM Writes. Ça permet en fait de transférer des sockets entre process au travers d'une socket Unix. Et donc, le nouveau process va recevoir la socket de listen avec la queue correspondante qui est gérée par le kernel, et donc va pouvoir reprendre de là. Donc, du point de vue des clients, peut-être que dans un tout petit laps de temps, le serveur ne sera pas en train d'accepter de nouvelles connexions, mais par contre, il ne va pas en drop. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et nous, on fait ça dans Sozu quand il s'agit d'upgrade le process, pour changer de version, etc. Et c'est quelque chose d'extrêmement utile. Mais un problème qu'ils ont, notamment chez Facebook là-dedans, c'est qu'eux, ils font ça aussi pour de l'UDP. Et en UDP, on n'a pas le même concept de session géré par le kernel. C'est-à-dire que si on switch la socket, peut-être qu'il y avait une connexion quick qui, elle, était encore utilisée et qui, elle, était encore gérée par l'ancien process. C'est-à-dire que tous les nouveaux paquets arriveront sur la socket de listen qui a été transférée sur le nouveau process. Mais dans le tas, il y a des sessions quick existantes. Et il faut que ça se soit quand même retransféré sur l'ancien process le temps que ça se finisse. Donc c'est là où ils avaient une approche assez maligne de gérer le routage et de garder un état d'un process à un autre de quelles sont les connexions qui sont gérées en UDP. Donc c'est quelque chose d'important parce que on ne peut pas se permettre de perdre du trafic, en fait. Pas à l'échelle de Facebook et pas à la nôtre non plus. Donc en fait, drop un serveur et puis le redémarrer à l'arrache, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. C'est pour ça qu'en fait, ces techniques-là, moi, je suis content de les voir se développer. Donc, c'était quelque chose qui était dans HAProxy depuis longtemps. Ils disent que c'est dans Envoy aussi depuis quelques temps. Eux, leur système, ça s'appelle Proxygen et je crois qu'ils bossaient déjà dessus depuis 2010. Donc, ils ont pas mal de travail là-dessus. Je pense que on gagnerait à avoir ce genre d'approche se démocratiser, pas que dans le load balancer, mais de réfléchir vraiment comment est-ce qu'on gère du trafic proprement un peu à tous les niveaux de la stack. Dans les DB qui font du rolling ou des choses comme ça, par exemple? Je pense que les DB auraient une grosse remise en question à faire sur on me cause que par TCP sur mon protocole à moi et il n'y a que un client par connexion. Je ne suis pas certain que les DB aient la bonne approche, moi, mais bon.
Après, ça change. Enfin, il y a les DB modernes. Certaines DB NoSQL n'ont pas forcément une connexion par client, mais il n'y en a pas beaucoup. Et sinon, en genre de migration no downtime, on pourra rajouter un lien, on ne va pas trop en parler là, mais sur quelqu'un qui a dû déplacer un serveur sur 200 mètres physiquement en utilisant les failovers comment ça s'appelle, de power et de réseau, en se branchant tous les 10 mètres sur différents switches gigabits, etc. Parce que le client voulait 0 downtime. Donc ça lui a pris 10 heures pour déplacer un serveur sur 200 mètres. Et ils ont fait payer 10 heures de boulot au lieu de 5 minutes de downtime au client. Faut avouer que c'est bon, en plus, en mettant à jour les entrées DNS au fur et à mesure, etc. Enfin, genre, c'est quand même du travail de dingue, quoi. C'est Et incroyable. en prenant un risque énorme parce que c'était des disques mécaniques quand même. Oui, en plus, ouais. Un serveur allumé avec des disques mécaniques que tu déplaces sur 200 déplacer mètres. sur un chariot, sur 200 mètres. Sur batterie et tout. Ça fait peur. Oh, t'imagines ce que ça représente pour le client final, 5 minutes de chiffre pour payer 10 heures. Bah, en fait, le client, je ne sais pas s'il se rendait compte, quoi. C'est vraiment. Mais en fait, moi, je n'ai pas prévenu mes utilisateurs. Ils vont utiliser les serveurs toute la journée. On ne peut pas avoir de downtime. Bah, si, là, il y aura 5 minutes de downtime. Non, on ne peut pas avoir de downtime. OK. Donc, je ne sais pas si ça lui a coûté moins cher les 10 heures de ça, ou s'il se rendait compte du prix que ça allait être. Mais voilà, c'est belle performance. On mettra le lien, c'est assez drôle à lire. Right. Tu parlais de Sozu qui est écrit en Rust. Alors du coup, j'avais besoin d'une transition pour parler d'un autre truc écrit en Rust qui s'appelle Gitoxide. Forcément, il y a oxyde dans le nom, donc c'est nécessairement de la rouille. Ça se tient très jolie transition. Alors. Très joli. Merci. Donc Gitoxide qui est Git réécrit en Rust. Alors pas Git dans sa totalité, mais ça reprend la majorité des usages classiques qu'on a de Git. Donc voilà. Alors où est l'intérêt, me direz-vous? C'est pas si évident que ça. Les intérêts qui sont mis en avant dans le README, enfin les buts du projet, c'est déjà le premier truc qu'il y a mis, c'est juste faire une implémentation en Rust de Git. Ok, merci, très bien. Mais à part ça, l'idée, c'était d'avoir aussi en fait juste une partie lib qui soit réutilisable dans d'autres projets. C'est pas forcément juste le côté CLI en soi, mais c'est d'avoir une lib propre réutilisable dans d'autres projets. Et que ça puisse être la base donc d'autres choses, quoi, pas juste cette CLI là. Donc voilà. Et après, le but, je ne l'ai pas encore testé, mais le but, c'est d'avoir, pour la CLI même, c'est d'avoir une interface assez facile à prendre en main pour toutes les tâches simples, ce qui n'est pas toujours le cas sur Git. Une fois qu'on est habitué, ça va, mais c'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu peur. Voilà, un énième tool écrit en Rust. Mais genre, il y aura un peu de sucre syntaxique pour faire des commandes que tu n'as pas l'habitude de faire. Enfin, que tu as. Je suis pas sûr, parce que le but, c'est vraiment pas d'implémenter l'ensemble de ce que tu peux faire dans Git, c'est vraiment juste d'avoir le day-to-day, quoi. Donc, je suis pas trop sûr de ça. Après, chacun a ses définitions du day-to-day, je suppose, dans l'usage de Git. Je pense que là, quand même, son but, c'est dans la bibliothèque, quand on regarde ses objectifs, là, dans la bibliothèque, il réimplémente quand même pas mal de Git. Il y a beaucoup de choses. Par contre, pour l'instant, le programme donc, GIX, qui est la CLI qui fournit, c'est faire un Git init. Et pour l'instant, c'est tout. Ah oui, c'est tout. Même si dans les libs, il y a la gestion des Git objects, il est capable de décoder, d'encoder un commit, de traverser la DB, d'unpack, de pack des trucs. Voilà, il est capable d'envoyer, de recevoir, plus ou moins des choses. Mais et il a prévu d'implémenter plein d'autres choses, mais pour l'instant, le côté CLI, l'usage pour l'instant est limité. Tu peux juste faire un git init avec. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Tu peux le compiler en WebAssembly et le mettre en WebAssembly pour le mettre dans le FAS. Ça, c'est cool. Et oui. Et il y a apparemment une amélioration de perf par rapport au Git en C aussi, sur la gestion du clone, des pack files, etc. Oui, il parle d'aller 2 fois plus vite sur du unpack ou des trucs comme ça. Ça peut être intéressant sur des gros dépôts, mine de rien. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà. Après, Rust fait très bien du FFI, donc peut-être que dans une CLI en Node, peut-être qu'importer un truc à un moment plus rapide en lib, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait.
Faut pas rendre guide plus rapide, ça va encore encourager les gens à faire du monorepo, hein, faut les arrêter. C'est ça. Voilà, pour ça, il y a Mercurial, c'est écrit en Rust et ça peut se hoster sur heptapod.host. C'est chez nous. Voilà, c'était le shameless plug. On termine par un lien que je qualifierais de... Je ne sais pas comment le qualifier en fait. C'est Nyansat, en référence au Nyancat, j'imagine. J'allais dire débile, mais c'est pas débile, c'est drôle. C'est vraiment très cool. En fait, pour le concept, il y a une organisation qui s'appelle Hackasat, qui s'intéresse à la sécurité des satellites et qui organisait un challenge à la conf DEFCON qui généralement a lieu à Las Vegas, mais cette fois avait lieu en mode virtuel. Et ils avaient une compétition de... le concept, c'était il y a un satellite dont on a perdu le contrôle, il faut en reprendre le contrôle, il faut le pirater. Alors, ils avaient des satellites custom, enfin, petits gadgets qu'ils avaient à côté, on s'y connectait en radio et on essaie de causer avec et de faire des choses. Mais c'est en fait toute une organisation dont le but, c'est de former les gens à ça, de leur montrer à quel point c'est intéressant. Derrière, c'est poussé par l'Air Force, par aussi la nouvelle Space Force. Et donc, plusieurs organisations pour que les gens s'intéressent à la sécurité des satellites. Et notamment, ils ont sorti Nyansat, qui est cette espèce d'énorme tutoriel pour se faire sa propre ground station. Donc, où on indique comment prendre un petit dongle RTL-SDR donc pour faire de la radio directement depuis une machine normale. Comment mettre ça sur un gimbal lock, donc un ensemble de moteurs qui permet de pointer ça dans la direction qu'on veut et de très finement le mettre exactement dans la bonne direction et même suivre la direction du satellite. Brancher ça à un Raspberry Pi et d'autres choses, brancher ça à GNU Radio et comment commencer à communiquer avec un satellite. C'est un tuto entier où, en lâchant quelques centaines de dollars, on a le matériel pour causer un satellite. Comment faire la modulation, démodulation, etc. Comment s'intéresser au protocole qu'il y a dedans. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment génial parce que ça rend les satellites hyper accessibles. Et on peut tout de suite commencer à recevoir les infos depuis un satellite météo, des choses comme ça. Donc c'est super intéressant. J'espère à un moment avoir quelques après-midi pour m'y mettre parce que c'est vraiment très drôle. Est-ce que ça veut dire que tu peux aussi capter des satellites privés et regarder ce qui passe facilement avec ? Oui. Dans l'idée, oui. Ouais, c'est DEFCON, tu me diras. C'est ça. C'est ça. Ça me rappelle les projets pour suivre les avions où tu te rends compte qu'en fait, toutes les communications entre les aiguilleurs du ciel, qui, pour rappel, ils ne sont pas dans les tours de contrôle, ils sont dans des bunkers enterrés. Voilà. Et les avions, en fait, il y a 0 chiffrement dans ces communications-là. Et en fait, tu peux écouter tout ce qui se passe entre les aiguilleurs du ciel et les pilotes d'avion et suivre tous les avions juste en écoutant les infos qui passent avec une antenne radio, quoi. Donc probablement que sur les satellites, ça doit être un peu le même délire, je crois. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le matériel en question, là, le dongle RTL-SDR connecté au soft GNU Radio, en fait, c'est n'importe quel protocole qu'on peut bidouiller avec. Ça peut être ta porte de garage avec ton bip et reproduire ça. Ça peut être écouter ce qui se passe sur un protocole GSM. Ça peut être tout, en fait. Ça permet d'envoyer et recevoir des ondes radio et derrière, tout en logiciel, l'encodage et décodage est fait complètement logiciel. C'est du software define radio. Voilà, radio. RTL, SDR, c'est le SDR de SDR. Ouais. Cool. Eh bien, si vous n'avez rien à ajouter, à part un chat qui va vite avec un arc-en-ciel, éventuellement, mais malheureusement, je n'ai pas de photo. Peut-être que ça fait partie de votre choix musical de la semaine. Nous passons au choix musical. Je suis de 1 à 5, Julien de 6 à 10, Alex de 11 à 15 et Geoffroy de 16 à 20. Et j'ai fait 8. C'est donc Julien Durillon. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Une chanson en français d'un groupe qui s'appelle Pamplemousse. Voilà, c'est Pamplemousse. Et en fait, c'est un groupe, c'est 2 personnes, Nathalie Dawn et Jack Conte, je ne sais pas trop comment ça se dit. Bref, c'est un groupe qui s'est créé il y a une douzaine d'années. C'est de plus en plus connu, enfin c'est très connu aux États-Unis. Et pour la petite histoire, il y a 2 semaines, je me suis mis à écouter j'ai lancé leur YouTube et j'ai écouté un peu tout ce qui se passe.
Et en fin de leur clip vidéo, ils mettent toujours un petit vlog sur les nouveautés, etc. Et je suis tombé sur une de leurs chansons de 2014 ou reprises de 2014. Ils font beaucoup de reprises. Et en 2014 ou en 2013, un truc comme ça, à un moment, il raconte que, enfin, Jack, là, le mec du couple, du groupe, dit en fait, j'ai lancé un site, vous pouvez aller vous inscrire dessus pour me donner de l'argent. Ça s'appelle Patreon. Donc voilà, le mec est le fondateur et CEO de Patreon. Et accessoirement, il fait de la musique, il chante un petit peu, mais pas tant que ça, c'est surtout elle qui chante. Et donc là, c'est une reprise de Sous le ciel de Paris d'Edith Piaf, voilà, chantée par Nathalie Dawn, qui en fait a passé son lycée ou je sais pas quoi en France, et qui parle plutôt bien français, donc elle aime bien reprendre pas mal de vieilles chansons françaises, parce que les Américains, ils préfèrent les vieilles chansons françaises aux nouvelles chansons françaises. Mais voilà. C'est pas vrai, Aya Nakamura et Gojira, c'est des gros exports aux Américains. Je suis pas d'accord. C'est vrai, mais est-ce qu'ils chantent en français? Ça sera un débat pour une prochaine. Exactement. On n'est pas dans le masque et la plume, on n'est pas dans le masque et la plume. D'accord. Du coup, je n'ai plus d'exemple. Eh ben, on vous dit en tout cas merci de nous avoir écoutés. Merci et beaucoup. merci et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amours.